Que se passe-t-il avec la guerre entre l'Iran et les États-Unis? Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est que du côté iranien, ils essaient de détruire tout ce qui a une importance stratégique dans la région. Aujourd'hui, ils se sont surtout concentrés sur l'Irak, notamment ces dernières heures, disons les 4 ou 5 dernières. Avant ça, tout tournait autour de ces bases situées dans les pays du Golfe. Mais je voudrais commencer par ce qui s'est passé en Irak, parce que c'est particulièrement important. L'Irak partage une longue frontière avec l'Iran, et toutes ces forces kurdes sont présentes là-bas. Ils voulaient mener une sorte d'invasion pendant la guerre. Avant le conflit, il y avait toujours un plan israélien pour faire quelque chose sur cette frontière. Voici, vous savez, Voilà la photo de la base d'Al-Harir, dans le nord de l'Irak. Comme vous le voyez, ça brûle là-bas. Et l'explosion s'est produite parce que l'Iran a commencé à attaquer tous ces dépôts situés dans les bases américaines. Il y a plusieurs bases en Irak, dans le nord du pays, au Kurdistan irakien. Donc ils ont commencé par là. Leur but, c'est de tout détruire dans la région. Si vous vous souvenez, tout a commencé dès le premier jour. Quelle était la stratégie iranienne? Détruire toutes ces bases militaires dans la région. Et toutes ces armes, tout ce matériel, les radars, tout ce qu'ils ont, ils veulent tout anéantir. C'est l'objectif principal du côté iranien. Et là, on a d'autres images venues d'Irak. L'une d'elles, c'est celle-ci. Elles ont été tournées au Kurdistan irakien, à Erbil, à Soleimaniye, dans ces villes qui sont si importantes pour le mouvement kurde, et pour tous ceux qui s'opposent au gouvernement iranien ou qui essaient de réagir à une forme d'invasion. Voici la deuxième séquence, comme vous pouvez le voir ici. On voit les explosions secondaires se produire. Attendez, je la remets un peu en arrière. Voilà, c'est plus clair. Là, vous voyez bien les explosions secondaires. Vous voyez, ils frappent leur cible. Ils détruisent tout ce que ces groupes possèdent dans la région. Et ce ne sont pas seulement ces groupes-là. Il y a aussi une forme de coopération entre les États-Unis, les Israéliens et ce groupe kurde. Tout ça fonctionne ensemble. Et même aujourd'hui, on a reçu des rapports en provenance d'Iran. Des forces spéciales auraient envahi le Kurdistan irakien et mené une sorte d'attaque contre des groupes kurdes. Au moins 8 d'entre eux, des commandants de groupes kurdes, auraient été tués lors de cette opération iranienne au Kurdistan irakien. En voici un extrait. Et voici l'autre séquence. Toute la montagne est en feu, comme vous pouvez le voir, à cause des attaques. C'était une combinaison de missiles et de drones, tous frappant en même temps. Toute la région est en flammes. Quand on regarde les images, on voit bien qu'ils ont essayé d'intervenir, mais le feu est tellement intense que la zone entière brûle. C'est donc très difficile pour les pompiers de faire quoi que ce soit. Laissez-moi vous montrer l'autre séquence. Là, vous voyez les explosions secondaires. On voit l'impact, les drones, les missiles, puis le feu qui s'ensuit. On voit bien que tout est en train de brûler. En gros, c'est comme un feu d'artifice pour eux en ce moment, parce que toutes ces armes, ces missiles, tout ce qu'ils ont, sont en flammes et détruisent tout sur leur passage. Leur objectif, c'est de détruire toutes les armes, tous les missiles, tous les drones, tout ce qui pourrait être utilisé contre l'Iran, dans l'ouest du pays, avec une sorte d'incursion, peut-être même une invasion. C'est la stratégie du côté iranien. Et les États-Unis, eux, font en quelque sorte l'inverse. En gros, ils se concentrent surtout sur les infrastructures. On a l'impression qu'ils n'ont pas les renseignements nécessaires. Ils ne savent pas vraiment comment frapper les gens. Les dépôts, tout ça. Ils ont touché quelques tours, des tours de communication, des tours radio, dans le sud de l'Iran.
Mais ces cibles-là n'étaient pas vraiment importantes sur le plan militaire ou stratégique. C'était un peu la logique, la manière de penser stratégique de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution. Et sur les autres images, comme vous pouvez le voir, ils essaient voilà, c'est le système de défense aérienne au Kurdistan irakien, le CERAM, comme on l'appelle, un système américain de défense aérienne, le CERAM. Mais comme on le voit ici, il n'arrive pas à intercepter la cible, qui est un drone. Et le drone, lui, atteint bien sa cible. Ici, à ce moment précis, vous voyez l'explosion. Oui, les combats se déroulent au Kurdistan irakien, et ils essaient, comme je l'ai déjà dit, de détruire systématiquement tout ce qu'ils possèdent. Ce n'est pas seulement le Kurdistan irakien qui est concerné. C'est aussi dans le sud de l'Iran. Par exemple, l'une des cibles, c'était la base aérienne du roi Faisal, en Jordanie. Voici les images. Regardez, je vais vous les montrer. Tout est détruit. En ce moment, la priorité, ce sont les systèmes HIMARS, les dépôts, les rassemblements militaires, tout ça. S'il y a des forces sur place, ils frappent certaines cibles au Kurdistan irakien. Ils ont même déclaré que des officiers américains avaient été touchés. Ils ne savent pas combien ils sont exactement, mais le rapport indique qu'ils sont plutôt confiants, que certains de ces officiers ont été tués pendant l'opération menée aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Et du côté des États-Unis, pendant qu'on parle, il est 3 heures de l'après-midi, heure de la côte Est. Ils ont lancé une nouvelle vague d'attaques dans le sud de l'Iran. Les rapports montrent qu'ils frappent principalement la région syriaque, dans le sud, toutes ces zones proches du golfe Persique, surtout à l'ouest et à l'est du détroit d'Ormuz. Et il y a aussi eu des informations venant de la province du Khuzestan, qui se trouve dans l'ouest de l'Iran. Il y a eu plusieurs attaques sur la capitale, la ville d'Avaz, qui est la capitale de la province du Khuzestan, dans la partie nord de cette ville. Les États-Unis ont visé certaines cibles, essentiellement des bases militaires qu'ils tentaient de frapper d'une manière ou d'une autre. Mais l'opération, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention des États-Unis s'est surtout portée sur le sud de l'Iran, comme on l'a vu ces dernières heures, disons dans les 12 dernières heures. Leur principal objectif, c'était la ville de Bandar Abbas. Bandar Abbas, c'est la principale base navale du corps des gardiens de la révolution iranienne, ou de l'armée iranienne également. Et puis il y a 2 autres bases importantes. L'une d'elles se trouve dans le nord, à ce qu'ils appellent Bandar Anzali. Dans le nord de l'Iran, l'autre point, celui qui est le plus important, c'est Bandar Abbas. Ils essayent de détruire tous ces ponts qui relient d'une manière ou d'une autre la ville de Bandar Abbas aux autres régions. Leur but, c'est d'isoler la ville, parce qu'elle a une importance particulière pour la marine et pour sa puissance, surtout avec tout ce qui concerne le détroit d'Ormuz. C'est la marine qui s'occupe du détroit d'Ormuz. Donald Trump a répété plusieurs fois que la marine était détruite, qu'il n'avait plus rien, pas d'armes, pas de marine, pas de bateaux, rien du tout. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est justement pour ça qu'ils font ça à Bandar Abbas. Je doute qu'ils réussissent, parce que la ville est vraiment stratégique. Peu importe combien de ponts ils frappent, la région reste très accessible. Ce n'est pas si compliqué pour eux de régler le problème. Donc ils vont peut-être tenter quelque chose, et on verra à quel point ce sera efficace. À mon avis, ça ne va pas vraiment isoler la ville. Et puis il y a aussi la façon dont l'Iran réagit dans la région. Les attaques contre le Koweït, en gros, ils ont visé toutes les bases. Ils se concentrent surtout sur les bases militaires. Ensuite, on a appris aujourd'hui qu'ils avaient attaqué certaines bases koweïtiennes, un regroupement, je ne sais pas trop, de bases militaires appartenant au gouvernement koweïtien.
Mais il semble que les États-Unis, comme l'a mentionné le ministre iranien des Affaires étrangères, déplacent tous ces missiles, tous ces systèmes de défense aérienne, les intercepteurs, tout ce qu'ils ont, même des troupes. Parce que la plupart de cet équipement américain, les États-Unis, à chaque fois qu'ils utilisent les HIMARS ou n'importe quel autre système, ils doivent avoir des soldats américains sur place. Sans eux, ces pays ne peuvent pas utiliser ces armes. C'est impossible. Peu importe que ce soit au Qatar, en Arabie Saoudite ou ailleurs, tous ces pays n'ont pas les forces nécessaires pour s'en servir. Donc, à chaque fois qu'on voit ces armes utilisées, ça veut dire que les États-Unis, leurs troupes, sont là et qu'ils s'en servent pour attaquer l'Iran. Et il semble qu'ils utilisent encore les HIMARS pour frapper la partie est de l'Iran. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui l'attaque iranienne s'intensifier contre le Koweït. Mais, comme je l'ai déjà dit, ils frappent plusieurs régions dans ces pays. Ils ne se concentrent plus vraiment sur les bases américaines. Les bases américaines, tout le monde sait qu'elles ont été touchées plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Donc, à mon avis, il n'y a plus vraiment de cibles importantes là-bas. C'est pour ça qu'ils se déplacent et qu'ils visent d'autres objectifs au Koweït. Aujourd'hui, on a d'ailleurs signalé que l'Iran les attaquait. L'autre point, au Koweït, qui aggrave d'une certaine façon l'attaque contre l'Iran, concerne l'une des principales centrales électriques. L'une de leurs grandes centrales est à l'arrêt, et en ce moment même, il y a un rationnement de l'électricité au Koweït à cause de ça. Ce réseau électrique a été touché par un missile ou un drone iranien. On ne sait pas encore si c'était un missile ou un drone, mais la centrale est hors service. Elle ne sera plus utilisée. C'est pour ça qu'il y a actuellement un rationnement d'électricité au Koweït. L'autre point important, c'est que l'Iran a frappé une des usines de dessalement du Koweït. C'est la première fois qu'on voit ça, et c'est particulièrement significatif. C'est la première fois que l'Iran vise une installation de dessalement. À mon avis, c'est un signal envoyé à toute la région. Ils disent clairement, si vous continuez, nous ferons de même. Si vous continuez à frapper les infrastructures Yopo-Iska, nous répondrons de la même manière. C'est une sorte de message qu'ils envoient aux autres pays de la région. Et ils sont clairement concentrés sur cet objectif. Jusqu'à présent, on n'a vu aucune attaque iranienne contre l'Arabie saoudite. La seule attaque, c'était celle des Yéménites contre l'Arabie saoudite. Comme vous le savez, aujourd'hui, Reuters a rapporté que le Pakistan se disait prêt au cas où l'Iran déciderait d'attaquer. Ou peut-être qu'ils pensent que si les Houthis ou les Yéménites ou Ansar Allah attaquent l'Arabie saoudite, c'est à cause de l'Iran, ou que l'Iran les soutient, ou les pousse à le faire. Mais ce n'est pas le cas d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne veux pas mélanger les deux choses. Je crois vraiment que Ansar Allah ne reçoit pas d'ordre de l'Iran, parce qu'ils ont leur propre politique. Ils ont leur propre manière de voir les choses. S'ils estiment qu'ils veulent rejoindre, ils le feront. Ce ne sera pas sous la contrainte de l'Iran. Ils ne seront pas forcés, et l'Iran ne fonctionne pas comme ça. D'après ce que je connais du gouvernement iranien, de son attitude, ils ne feraient jamais ça. Jamais. Ils ne veulent pas imposer quoi que ce soit, même pas au Hezbollah, ni au Hezbollah d'Irak, ni à celui du Liban. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La relation entre les différentes composantes de cet axe de résistance ne fonctionne pas sur le mode l'un commande et les autres obéissent. Ça marche. Ils coopèrent d'une certaine manière. Ils ont leur propre compréhension mutuelle. Et même quand l'Arabie saoudite a décidé d'attaquer l'aéroport international, celui de Sanaa, ce n'est pas l'Iran qui leur a dit « Vous devez réagir ».
C'était leur propre décision, leur choix de répondre à ce que l'Arabie saoudite avait fait. Alors, quand j'entends ces rapports disant que le Pakistan va répondre à l'Iran, franchement, ça me paraît absurde. Je ne vois pas le Pakistan s'engager dans une guerre contre l'Iran. Ils savent très bien qu'ils n'iront pas jusque-là. Et s'ils avaient voulu faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Et comme on connaît la nature, ou plutôt la réalité, de la relation entre l'Iran et le Pakistan, et la manière dont le Pakistan soutient l'Arabie saoudite, à mon sens, toute cette affaire avec l'Arabie saoudite tourne en réalité autour d'Israël. My understanding is the whole case with Saudi Arabia is about Israel. It's not about Iran or Yemen. Ce n'est pas une question d'Iran ou du Yémen. Ils le savent. Le Pakistan le sait aussi. Si quelque chose se passe entre le Yémen et l'Arabie saoudite, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils ne veulent pas participer ni coopérer avec l'Arabie saoudite pour faciliter ces attaques contre le Yémen. Ils ne le feront pas. Et c'est encore plus vrai dans le cas de l'Iran. À mon avis, c'est impossible. D'après ce que je comprends, c'est impossible que le Pakistan fasse quoi que ce soit. Et c'est ça, la réalité de la région. C'est toute la complexité de cette région. Si c'était le cas, le Pakistan l'aurait déjà fait, sous la pression des États-Unis. On sait bien à quel point l'armée pakistanaise est liée aux États-Unis. Ils sont d'une certaine façon très liés. Et la relation entre le Pakistan et les États-Unis est excellente. On le sait, tout le monde le sait. Et ils entretiennent aussi de bonnes relations avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Iran et avec l'Arabie saoudite. Mais ils ne vont pas s'impliquer dans cette guerre. Pour le Pakistan, ce serait une véritable catastrophe. Alors, quand vous voyez Reuters, ou quelqu'un parler de cette manière, ou essayer de manipuler, je dirais que c'est tout simplement de la propagande israélienne, une partie de cette machine de propagande. Je me souviens, quand il y a eu des manifestations en Iran, en juin, c'était en 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas. Reuters avait publié des chiffres, des bilans, soi-disant venant de sources iraniennes. Non, en réalité, ils jouaient le jeu d'Israël. Ce n'est pas toujours pareil. Non, je ne veux pas répéter tout ce qu'ils disent. Le problème, c'est que, quand il s'agit de l'Iran et de ce genre de sujets sensibles, par exemple le cas du Pakistan, ils suivent en gros la ligne d'Israël. Ils veulent manipuler. J'ai même demandé à des Iraniens ce qu'ils pensaient de cet article de Reuters. Ils m'ont dit, peu importe, l'Iran se fiche de ce que raconte Reuters, et ce ne sera pas le cas entre l'Iran et le Pakistan. Ils ne vont pas se battre entre eux. C'est ça, la compréhension. Il y a eu une attaque iranienne à la frontière, sur le sol pakistanais, qui a visé des cibles, ces terroristes, de leur côté de la frontière. Mais ce n'était jamais une riposte. Le gouvernement pakistanais comprend les inquiétudes de l'Iran. Ils se connaissent bien, ils se comprennent, ils communiquent très bien, ils se parlent, ils échangent. Donc il n'y a aucun malentendu entre les deux parties. Et encore moins une idée d'intervenir pour soutenir l'Arabie saoudite dans son attaque contre le Yémen. C'est impensable. Le Yémen sait se battre, et ça se voit. Vous vous souvenez quand les États-Unis, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont essayé de forcer les Yéménites. Je parle d'Ansarullah, parce qu'ils avaient aussi des forces au Yémen pour les aider. Donc ce n'était pas seulement Ansarullah contre l'Arabie saoudite, les États-Unis et les Émirats. Certains au Yémen étaient aussi contre Ansarullah, mais ils n'ont pas réussi à les vaincre. Aujourd'hui, ces temps-là sont révolus. Aujourd'hui, ils sont bien plus puissants. C'est pour ça que, quand les États-Unis arrivent en mer Rouge, on voit que, d'une certaine manière, Donald Trump décide enfin de dire « Le Yémen a capitulé. Je vais me retirer de cette région parce qu'ils ne vont rien faire contre les navires américains et qu'on n'aura aucun problème. Donc, on s'en va. » Si je raconte toutes ces histoires, c'est parce qu'il faut comprendre que le Yémen agit selon ses propres décisions, selon sa propre réflexion, ses propres calculs. Il ne dépend pas de ce que l'Iran lui impose,
ni de ce que quelqu'un d'autre lui dit de faire. Non, en réalité, ils connaissent leurs capacités. Ils savent comment ils vont réagir face à l'Arabie saoudite ou à toute autre agression dans la région. C'est leur politique, et ce sont des nations souveraines. Voilà ce qui se passe avec le Yémen et avec l'Arabie saoudite. Mais ce qui est important, c'est que l'Iran n'attaque pas l'Arabie saoudite. Alors, qu'est-ce qui se joue en coulisses? Il semble qu'il y ait des échanges constants et que l'Arabie saoudite soit arrivée à une certaine compréhension, malgré tous ces articles d'Axios et d'autres médias qui essayent, d'une manière ou d'une autre, de relayer la propagande israélienne en disant que l'Arabie saoudite ferait ceci ou cela, qu'elle coopérerait et demanderait aux États-Unis « On va payer, venez ici et faites ça ». Non, la réalité de la région, malheureusement, c'est que les pays du Golfe, depuis très longtemps, ont un système économique tellement lié, tellement dépendant des États-Unis, qu'ils ne peuvent pas prendre de décisions souveraines sur la situation actuelle. Si c'était le cas, ils n'auraient jamais utilisé leurs pétroliers. Parce que toute cette guerre, la deuxième après la signature du protocole d'accord, la manière dont les États-Unis ont essayé de manipuler la partie sud du détroit d'Ormuz, reposait justement sur cette idée. Nous allons pénétrer dans ce détroit en utilisant qui utilisait ces pétroliers pour franchir ses contrôles, le contrôle iranien sur ce détroit. Iranian control over the strait. It was Saudi Arabia, UAE. C'était l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ces pays-là, ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils ne l'étaient pas depuis le début de cette guerre. Peut-être qu'au tout début, ils ont été un peu trompés par l'administration Trump. Ils pensaient, littéralement, que les États-Unis allaient faire tomber le gouvernement, provoquer un changement de régime, et que tout serait réglé en 4 ou 5 jours, une semaine tout au plus. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et ensuite, pendant la guerre, on a vu beaucoup d'inquiétudes sur ce qui se passait. Israël est fermé en ce moment, pendant qu'on parle. Alors comment vont-ils tirer profit de ce commerce? Rien ne rentre, rien ne sort. Il y a bien quelques petits mouvements, comme vous le voyez, comme on l'a vu aujourd'hui. Mais ça, c'est pas significatif. C'est pas important pour eux. Ça ne va pas sauver leur économie. Ils ne tirent aucun avantage de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais ils n'ont pas ce pouvoir, ce genre de... Vous voyez cette liberté de dire « Non, je ne veux pas coopérer dans cette guerre ». Ils sont obligés de coopérer. Ils doivent aider l'administration Trump. Oui, c'est ça. Ils y ont été forcés. Ils ont été obligés d'utiliser leurs pétroliers parce qu'aucun autre pays, aucun autre ne voulait le faire. C'était uniquement les pays du CCG qui s'en chargeaient. Leurs pétroliers ont été touchés. Et aujourd'hui, on a appris que 2 autres pétroliers, enfin 2 pétroliers, essayaient de passer par la partie sud du détroit. Il semble que l'Iran ait miné cette zone, près de la frontière omanaise. Il posait des mines, et maintenant, il y en a beaucoup dans cette région, sur ces routes du sud du détroit. Donc 2 pétroliers, des transporteurs de pétrole, ont été touchés ou sont en feu en ce moment même, pendant qu'on parle. Il y a à peine 20 minutes, on a appris que ces navires étaient en feu. Donc tout le détroit, toutes ces routes dans le détroit d'Ormuz sont minées en ce moment. La seule façon de l'utiliser, c'est de passer par les couloirs désignés par les gardiens de la Révolution et par les Iraniens.